Auguste Comte a dit, et je cite, « Savoir pour prévoir afin de pouvoir ». Fin de citation. Nous cherchons tous perpétuellement à savoir, à connaître. Aujourd'hui, dans notre salon de la réflexion, on parlera de l'acquisition des méthodes de travail avec Dr Kwasi Georges Kassipa. Il est docteur S. Lettres modernes, conférencier et littérateur. Bonjour docteur et bienvenue. Eh bien, avec vous, on parlera de l'acquisition des méthodes de travail. Déjà, qu'est-ce qu'une méthode? Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Pour répondre à votre question, une méthode, c'est une façon de faire, une façon de conduire sa pensée, une façon de penser, une façon de faire les choses qui suit des principes et des caractéristiques. Et donc, si une personne procède d'une certaine manière et que cette manière-là suit des principes, suit des caractéristiques, on peut dire qu'on a une méthode. C'est donc un ensemble de procédés. Absolument. Très bien. Quelles sont les méthodes de travail? Donc, ce sont des façons de travailler qui suivent des principes et qui répondent à des caractéristiques. On peut dire que ces méthodes de travail-là sont efficaces si elles permettent à celui qui travaille, donc qui exerce une activité, ça peut être un étudiant, ça peut être un professionnel, d'atteindre ses objectifs. Et donc, on a des méthodes de travail qui sont adaptées, par exemple, pour apprendre la littérature, pour apprendre les matières scientifiques. On a des méthodes de travail pour exercer une activité dans le domaine de la finance, dans le domaine du marketing. Donc, toute méthode qui va obéir au principe de notre métier, de notre activité, et qui nous permet d'atteindre nos objectifs. La méthode facilite les choses pour celui qui l'exerce, parce qu'il faut savoir que les êtres humains n'aiment pas se soumettre à la difficulté, à la pression. Donc, en général, notre cerveau, notre corps nous repousse quand on a à faire ce genre de choses. Justement, on allait en parler. Pourquoi est-il important d'avoir une méthode de travail? Il faut avoir une méthode de travail pour faciliter les choses. La méthode de travail rend l'activité à accomplir plus aisée. C'est comme si le programme avait déjà été fait et que notre corps suivait le processus qui a été établi pour qu'on puisse le faire de façon assez simple pour nous. Et une fois qu'une méthode est établie, on peut la rééditer. De quelle manière? Imaginons qu'on ait trouvé une méthode pour étudier la littérature, par exemple. Une fois que la méthode est établie, toutes les fois que j'ai à étudier la littérature, je n'ai qu'à suivre la méthode parce que je sais que en suivant chaque étape, cela va fonctionner pour moi. Je n'ai pas à me poser la question à nouveau. Comment est-ce que je vais acquérir cette connaissance? Je n'ai pas à le faire. En plus, la méthode permet de dupliquer le savoir-faire. C'est-à-dire qu'une fois que moi je sais faire, je peux vous transmettre cette façon de faire pour vous permettre d'obtenir les mêmes résultats. C'est important pour l'humanité parce que c'est grâce aux méthodes que l'humanité avance. Imaginons que nous n'ayons pas les méthodes de faire de tous ceux qui nous ont dévancés. Nous serions obligés de réinventer à chaque fois la machine pour acquérir des connaissances pour travailler. Donc, tout individu qui veut aller en progressant doit établir des méthodes de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il réussit à faire. Et c'est pareil pour les entreprises. Une fois qu'une entreprise réussit quelque chose, en principe, si l'entreprise est sérieuse, cela doit être noté quelque part. Par exemple, pour réussir à installer ce plateau télé, en principe, on doit noter. On a fait ça d'abord, on a fait ça. Et à chaque fois qu'on va installer un plateau télé, on va suivre simplement la méthode. Imaginons qu'on ait un nouveau dans l'équipe. Il n'a qu'à suivre la méthode qui a été précédemment établie et il sait qu'il va réussir puisque d'autres avant lui ont réussi en suivant la méthode. D'accord. Docteur, comment trouver la bonne méthode de travail? Comment? Alors, il faut déjà se baser sur ce qui a déjà été fait, sur les objectifs qu'on souhaite atteindre
et puis sur notre personnalité. Parce que certaines méthodes conviennent à des individus plutôt qu'à d'autres. Et puis il y a ceux qui mélangent plusieurs méthodes de travail. Donc il faut se renseigner. Il y a de la littérature disponible à ce sujet. Il y a des formations et des conférences comme celles que je propose aux étudiants, aux élèves et aux professionnels. D'accord. Par exemple, pour un élève ou un étudiant, pardon, qui voudrait améliorer son rendement, comment pourrait-il s'y prendre? Alors, je propose une méthode en plusieurs étapes. La première étape consiste d'abord à se rendre au cours. Il faut que ce soit vraiment intégré dans les façons de faire. Alors, si vous vous dites que c'est évident, il faut aller à l'école, c'est tant mieux. Parce que certains n'y vont pas. En tant qu'enseignant, j'ai pu observer que certains élèves, certains étudiants ne viennent pas au cours. Et puis, en fin de trimestre, en fin d'année, ils s'étonnent de n'avoir pas obtenu les mêmes résultats que ceux qui sont majors de promo, par exemple. Et une fois qu'on y est, il faut se dire que être en forme physiquement au cours, c'est important. Pour être en forme, il faut avoir suffisamment mangé, mais pas trop pour ne pas être lourd. Cela va favoriser l'attention de l'auditeur, donc de l'élève, de l'étudiant qui vient assister au cours. Et une fois qu'on est au cours, qu'on a de l'attention, cette attention doit être active. On va écouter, mais on va aussi poser des questions, de sorte que l'interaction qui va avoir lieu entre l'enseignant et l'apprenant va favoriser la rétention de l'information. D'accord, docteur. Un peu plus devant, on parlera des astuces que vous pouvez donner aux professionnels et aux étudiants. Comment acquérir rapidement et efficacement ces méthodes? Alors, efficacement, oui, rapidement. Je crois qu'aujourd'hui, notre tort à tous, c'est de chercher des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis. Il faut pas chercher à faire les choses rapidement, il faut plutôt chercher à bien les faire. Le principe d'une méthode, justement, c'est de suivre les étapes. Donc, il faut appliquer ce qui est proposé par les professionnels, par des gens qui ont fait de la recherche en la matière. Par exemple, si vous préparez un examen, il y a une méthode que j'aimerais proposer pour ceux qui préparent les examens. C'est le fait de rassembler tous les anciens devoirs. En général, on ne change pas grand-chose. Le bac de cette année sera à quelques exercices près, une synthèse des bacs des 5 dernières années. Bon, par exemple, celui qui va faire le bac des 5 dernières années aura quand même une vue assez claire de ce qui va se passer. Donc, est-ce que ça, on peut faire un raccourci? Il faut le faire et c'est tout. Et si on est en terminale, pourquoi ne pas rechercher les anciens devoirs surveillés des années précédentes? Parce que les profs de l'école ont proposé, ou les profs d'autres écoles ont proposé. Et en général, si on fait ces exercices tous les week-ends, sur un trimestre, on peut passer de 5 de moyenne à 16, 17 de moyenne facilement. Ensuite, ce que j'aimerais proposer, c'est qu'il faut pas se contenter simplement de la théorie du cours qui est donné en classe. Il faut essayer de faire l'application. Et quand on a fait l'application, il faut aller plus loin. Quand on regarde des gens qui ont excellé vraiment, par exemple Jacques Attali, qui a eu des notes assez importantes dans son cursus scolaire et qui, d'après ce que je sais, n'a pas encore été dépassé. Il y a une astuce qu'il propose. Il dit que quand le prof donne 2 ou 3 exercices, lui, il en fait 20. Alors ça, c'est sa méthode de travail. Pour avoir fait les 20 exercices qu'il s'est lui-même trouvé, naturellement, il ne fait pas que simplement suivre ce que le professeur prescrit, il le dévance. Être un bon étudiant, ce n'est pas suivre, c'est dévancer. D'accord. Ça, c'était pour les étudiants ou les élèves. Et maintenant, pour un professionnel, comment pourrait-il acquérir ces méthodes de travail pour améliorer son efficacité? Il faut se mettre dans la peau de
de l'employeur dans la peau du client. Si on est un employé, alors il faut se mettre dans la peau de l'employeur. Qu'est-ce que l'employeur attend de moi? L'employeur attend de moi que je puisse gérer convenablement mon temps, de sorte que tous les matins, je puisse être là à l'heure. Donc, ma méthode de travail va partir, oui, de la gestion de mon temps qui va me permettre d'être à l'heure et suffisamment en forme pour travailler. Gérer suffisamment mon temps pour rendre mes travaux dans le délai prescrit par mon employeur, quelquefois même en avance, pour qu'il puisse être satisfait de moi. Notre méthode consisterait à apprendre, mais vraiment, à apprendre les tâches de notre supérieur et à apprendre à transmettre nos compétences à notre subordonné. On aura celui qu'on fait évoluer, c'est l'employé qui a ce degré d'utilité dans l'entreprise. Il sait apprendre ce que son patron fait. En l'absence de son patron, il pourrait le remplacer. Ça lui faciliterait une promotion? Absolument. Ça provoquerait même une promotion. Ce n'est pas que ça va simplement faciliter, ça va provoquer une promotion. Et cette promotion peut avoir lieu dans son entreprise, ou bien il peut être tellement compétent qu'il se fera débaucher. Et c'est tant mieux pour lui. D'accord. Ça, c'est si on respecte les méthodes de travail. Y a-t-il, vous avez déjà abordé le sujet, donnez s'il vous plaît les astuces, vous qui êtes conférencier en la matière, des astuces pour acquérir ces méthodes de travail. Il faut les passer en revue et puis il faut les appliquer. Ce n'est que par l'application des méthodes proposées qu'on peut les vérifier et savoir si elles sont adaptées à notre personne. Par exemple, il y a des apprenants qui recopient systématiquement les matières à apprendre. Quand ils sont des étudiants ou des élèves, si j'ai une leçon à apprendre, je vais recopier 4 fois ou 5 fois. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Par exemple, vous verrez que dans les cahiers de cours, il y a des marges horizontales. Il faut noter, par exemple, les questions sur ces marges-là, en fonction du cours qui est donné. Et pour chaque question, notez en tiret les réponses qu'on trouve. Et au lieu de recopier tout le cours, on pourrait simplement aller d'une question à la réponse, d'une phrase interrogative à une phrase déclarative. Et de cette façon, en très peu de temps, on peut retenir l'essentiel du cours. On aura compris. Donc ça, c'est le premier degré de la connaissance. On aura compris. Parce qu'on aura répété plusieurs fois. On aura connu le cours, le deuxième degré. Et le troisième degré, c'est qu'on sera capable de l'expliquer à notre tour. Une fois que quelqu'un passe ces 3 degrés de connaissance, il comprend, il sait l'expliquer. En général, il n'oublie plus la notion qui a été apprise. J'espère que beaucoup d'étudiants et beaucoup d'élèves regarderont cette émission. Moi, si on m'avait dit ça quand j'étais encore au lycée, j'aurais eu quand même de très bonnes notes. Vous avez donné en off quelques astuces. La première qui était d'être en forme. Oui. Un peu plus de détails, s'il vous plaît. Il faut être en forme parce que si on est fatigué, on ne prend pas plaisir à écouter un cours, on ne prend pas plaisir à travailler. Beaucoup de gens négligent la récupération. Il faut envisager notre corps comme un outil de travail. Si vous aviez un outil de travail qui n'était pas entretenu, celui-ci ne serait pas performant. Donc, il faut entretenir son corps. Entretenir son corps, ça passe par des nuits de sommeil qui nous permettent vraiment de nous reposer. Alors, à ce stade, chacun doit se connaître. Il y en a qui sont de petits dormeurs, qui n'ont besoin que de quelques heures de sommeil. 4 heures, 6 heures peut suffire. 2 heures. 2 heures peut suffire. Voilà. Mais si on est un gros dormeur et qu'on a besoin de 8 heures ou 9 heures, il faut consacrer à son corps ces 8 heures ou 9 heures. Absolument. Donc, il faut faire cette auto-analyse pour savoir à quelle catégorie on appartient. Une fois que ça c'est fait, qu'on a suffisamment de sommeil et qu'on ne met pas notre corps en danger, en général, on se réveille plein d'énergie. Et avec un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée.
on se lève du bon pied, on a tout ce qu'il faut en termes d'énergie pour attaquer la journée. Cette astuce pourrait ne pas réussir à tous parce qu'il y a certains élèves quand même ou certains professionnels qui rentrent tard à la maison. Et le matin, il faudrait se réveiller tôt pour aller soit en cours, soit au travail. Il y a pas une autre, j'ai envie de dire, une alternative pour combler cela. Si vous rentrez tard à la maison, il y a une chose à faire. Allez dormir tout de suite après que vous êtes rentré. Et levez-vous tôt. Il faut pas traîner le soir alors qu'on sait qu'on va sur WhatsApp, Facebook, sur tous les autres réseaux sociaux qu'on pourrait citer. Et puis espérer qu'on va se réveiller en pleine forme. Si on n'est pas le conducteur, on peut faire certains travaux pendant le déplacement. Par exemple, si on est dans un bus et qu'on est assis, si on est dans un véhicule, on peut lire un cours, on peut envoyer des mails, tout faire pour ne pas avoir à passer un long temps encore éveillé, alors qu'on doit se réveiller tôt le lendemain. D'accord. Et la seconde astuce, c'est d'aller en cours. Oui. Plusieurs élèves vont en cours, mais n'ont pas forcément, j'ai envie de dire, les mêmes capacités que les autres élèves. Il y en a qui arrivent à mieux assimiler les cours et d'autres non. Comment comprendre mieux le cours? Très bien. Déjà, si on va en cours et qu'on n'arrive pas à avoir les bonnes notes, il faut se demander pourquoi. Parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Quelqu'un peut ne pas avoir de bonnes notes parce que, justement, il ne suit pas. Il suffit pas d'être en classe. Si vous êtes en classe et que vous bavardez avec votre voisin, naturellement, vous n'allez pas entendre, comprendre ce que le professeur dit. Si vous êtes en classe, que le professeur donne un cours, mais que vous n'avez pas une présence active, c'est-à-dire que vous ne posez pas des questions utiles pour savoir quelles sont les nuances de tout ce qui est expliqué, quels sont les pourquoi de ce qui est expliqué. Naturellement, vous manquez des choses. Et puis, avant même d'aller au cours, puisque le programme est donné en avance, on a mis à la disposition des apprenants le programme qui sera déroulé. Pourquoi ne pas faire des recherches avant même d'arriver en classe? Je vous le disais tout à l'heure, un élève qui est efficace, c'est pas un élève qui suit, c'est un élève qui dévance. Donc, pour dévancer, il faut préparer le cours avant d'y aller. Une fois qu'on y est, si on a des choses qu'on n'a toujours pas compris, il faut poser des questions. Et si le professeur n'arrive pas à nous expliquer, il faut savoir qu'on est responsable de notre compréhension. C'est vrai que lui, il est peut-être payé pour le travail qu'il fait, mais nous, nos parents paient pour que nous ayons la connaissance. Une fois qu'on est à la maison, est-ce qu'on peut faire des recherches? Aujourd'hui, personne ne peut dire que mais il n'y a pas de bibliothèque à proximité. On a Internet. En plus même des bibliothèques, il y a Internet qui est à portée de tous maintenant. Oui, c'est ce que je disais. Et on y accède facilement par les cyber sur notre téléphone. Notre téléphone peut être un réel atout pour nous si on sait l'exploiter. Donc pourquoi ne pas faire des recherches additionnelles sur le cours qui a été fait en classe pour savoir si on peut avoir une compréhension plus approfondie. On peut également solliciter les devanciers, des grands frères qui sont dans des classes un peu plus avancées. On peut solliciter de l'assistance à la maison. Ça peut être même le papa ou la maman pour nous expliquer davantage. Mais il ne faut pas rester là et dire que je suis allé, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai pas compris, j'ai fait ma part et c'est foutu. Il y a eu quelque part manque de concentration. Oui. On va en parler en même temps, la troisième astuce, manque de concentration. Absolument. L'élève vient, il est en classe, il est assis, mais en fait, ses idées sont ailleurs. Absolument. Il y en a qui ne réussissent pas à tenir sur place. Peut-être avez-vous remarqué ça. Il y a des enfants qui ne peuvent pas être assis comme cela pendant un long temps. Pendant plus de 5 minutes. Oui. Ça peut être un problème de santé, mais ça peut être aussi un manque d'entraînement. À la maison, les parents devraient apprendre
aux enfants à s'asseoir et à ne rien faire d'autre que s'asseoir pendant un certain temps. En fonction de l'âge, ça peut être 10 minutes, 15 minutes, et à mesure que l'enfant grandit, un temps plus important. Peut-être à lire, à écouter, à faire une chose sérieuse, mais à s'asseoir et à se concentrer sur une seule tâche. Cette compétence acquise à la maison sera utile à l'école quand il va y avoir peut-être du bruit ambiant, des bavardages de voisins, si l'école est mal située, des voitures qui passent, des choses qui peuvent distraire, l'enfant sera concentré sur la chose qui est enseignée par le professeur et ça sera tout à son avantage. D'accord. En plus de demander aux élèves ou aux étudiants de participer au cours, vous leur demandez de s'entraider. Est-il valable pour des professionnels? Oui, c'est valable. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, en fait, beaucoup de gens croient qu'on peut réussir seul. Mais c'est pas possible de réussir seul. On peut atteindre un certain niveau seul. Mais si on veut atteindre un niveau de rang mondial, on doit savoir qu'il faut fonctionner en groupe. Il faut avoir un réseau au sein duquel on a des personnes qui peuvent nous aider, qu'on peut aider à notre tour. Et de toute façon, la vie nous le rend. Quand on donne 100, on reçoit 1000. D'abord, pour les élèves, le fait d'avoir transmis de la connaissance permet à l'élève lui-même de s'assurer qu'il a bien compris. Donc, ce qui était flou dans son esprit, au moment où il essaie de l'expliquer, cette notion-là devient plus précise. Et pour le professionnel qui va aider, par exemple, un stagiaire ou simplement un collègue de travail, il crée au sein de l'entreprise une ambiance qui va favoriser l'atteinte des objectifs. Parce qu'il y a des objectifs qu'on ne peut pas atteindre seul, même si on est le plus fort de la tête. Donc, en aidant les autres, on devient une entité, une entreprise plus forte au sein de laquelle on a des employés, des collaborateurs plus utiles qui va forcément atteindre ses objectifs. Et ça sera bénéfique pour tout le monde. Et si on est en guerre et qu'on est un soldat qui aide les autres, il fait une armée plus forte. Et donc, on gagne la guerre. Vous affirmez ce dicton, pardon, qui dit que seul on va plus vite et avec les autres, sinon ensemble, on va plus loin. D'accord. Pour parler maintenant de la dernière astuce, les vacances. N'y croyez pas trop. Pourquoi ne pas croire aux vacances? Beaucoup de personnes font des vacances une activité. Alors que les vacances viennent pour se reposer de l'activité qui a été accomplie. Je ne sais pas si vous percevez bien la nuance, mais on ne se repose pas tout le temps. On ne se repose que parce que on a travaillé, on a atteint les objectifs et on est satisfait des objectifs atteints de sorte que les vacances viennent comme une récompense de ce qui a été accompli. Ensuite, il faut savoir que le succès, on ne l'a pas tout le temps. Si on reste trop longtemps au repos, eh bien, on perd certaines compétences acquises. C'est comme pour les muscles. Imaginons qu'on ait fait du sport et qu'on ait développé des muscles. Si on laisse nos muscles se reposer un temps trop long, eh bien, la graisse va reprendre la place. Oui, effectivement. Et donc, pour le travail aussi, c'est comme ça. On se repose un peu, juste pour récupérer. Une fois qu'on a récupéré, on se remet au travail. Si par exemple, vous êtes dernier de la classe et qu'on vous offre des vacances, au lieu de vous promener, de rester longtemps devant la télévision, pourquoi vous ne prendriez pas les cahiers de l'an passé, d'essayer de voir les notions que vous n'avez pas pu bien comprendre, de refaire les exercices. Si vous le faites durant les 3 mois de vacances, obligatoirement, vous serez une personne nouvelle à la rentrée. Une personne plus compétente, une personne qui comprendra mieux les cours. Et forcément, quand vous reprenez, vous allez passer avec succès tous vos examens.
Si vous ne le faites pas, vous pourrez reprendre 7 fois la même classe et ne pas avoir de bons résultats. Très bien. D'accord. Et en tant que dispensateur de ces méthodes, vous pensez qu'elles ont pu aider des apprenants ou des professionnels? Absolument. Alors, ça fait plusieurs années que nous assistons les élèves, les étudiants, les professionnels, en leur conseillant des méthodes qui sont adaptées à leur activité, adaptées à leur personne. Et cela produit d'énormes résultats. Nous avons fait des conférences, par exemple, l'an dernier, dans des collèges et lycées, pour préparer les apprenants aux examens de fin d'année, les examens à grand tirage. Nous sommes heureux de savoir que pour nos auditeurs qui ont appliqué nos méthodes, ils ont pu avoir de bons résultats, non seulement dans le courant de l'année, mais aussi aux examens de fin d'année. Et les professionnels qui nous suivent sur nos réseaux ou qui nous sollicitent comme consultants ont pu progresser dans leur domaine d'activité. Ils sont satisfaits de ce qu'ils sont devenus en tant que travailleurs et leurs employeurs sont satisfaits d'eux aussi. Docteur Kassipa Georges, nous tirons pratiquement vers la fin de l'échange. Regardez la caméra juste en face de vous et adressez-vous à des personnes pour qu'ils puissent mieux acquérir, mieux s'intéresser aux méthodes de travail. Alors, si tu es un apprenant, peu importe ce que tu apprends, peu importe le domaine dans lequel tu te situes, peu importe le cycle de ton apprentissage, que ce soit au primaire, au collège, au lycée ou à l'université, tu dois savoir que le niveau que tu as aujourd'hui peut être considérablement amélioré et cela dépend uniquement de toi. Pour y arriver, tu dois apprendre des méthodes de travail. Tu dois apprendre à être en forme, tu dois apprendre à gérer ton temps, tu dois apprendre à être attentif et tu dois apprendre à lire tes cours de façon à ce que tu puisses les retenir, que tu puisses les expliquer à ton tour, que tu puisses répondre aux questions qui te sont posées aisément. Et si tu es un professionnel, est-ce que tu devrais te contenter de ta situation actuelle? Ne serait-il pas plus important pour toi d'essayer de progresser? Alors, si progresser t'intéresse, tu dois aussi avoir des méthodes de travail qui feront de toi un employé, un collaborateur plus efficace, plus aimé dans l'entreprise qui t'embauche en ce moment. Et pour cela, apprends, s'il te plaît, à gérer ton temps. Apprends à travailler de sorte à pouvoir rendre les travaux dans le délai pour satisfaire ton employeur, satisfaire les clients et être une personne que les gens s'arrachent. Merci. Très bien. Docteur Kwasi, comment vous contacter? Alors, on peut me retrouver sur tous mes réseaux, Kassipa Georges Kwasi, sur Facebook, sur Instagram. Et en général, mes pages donnent accès à un lien WhatsApp. D'accord. Merci d'être passé, d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi pas, on aura forcément d'autres échanges parce que nous savons que vous avez plusieurs casquettes. Et nous, on vous dit merci de nous avoir suivis. Le savoir appelle l'acte. Si l'acte ne vient pas, le savoir s'en va. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très prochainement, pourquoi pas, pour un autre numéro du Salon de la Réflexion. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'être heureux.